avec la participation d'Armelle de Querros, historienne, fonctionnaire internationale, de Madame Louise Weiss, députée européenne, du révérend père Michel Riquet, de Jean-Marie Carzou, écrivain, et du docteur Yves Ternon. Vous avez soutenu récemment à la Sorbonne un mémoire ayant pour titre « La vision française sur la question arménienne ». Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a amené à traiter ce sujet ? Ce qui m'a amené à traiter ce sujet, c'est d'une part la raison historique. Bon, je suis historienne et j'ai eu l'occasion de voir les questions de minorité dans l'Empire ottoman. La question arménienne m'a intéressée peut-être plus que d'autres parce qu'elle a été surtout vue par les Arméniens et que je voulais voir un peu comment en France on avait réagi vis-à-vis d'une question telle que celle-là. Sinon, les raisons plus particulières et anecdotiques, c'est parce que quand j'étais petite, j'avais été fascinée par un jardinier que nous avions en Israël, qui était arménien et qui racontait beaucoup d'histoires, qui parlait beaucoup de langues et qui avait une maison pour moi qui était fabuleuse. Puis l'autre raison, c'est une trilogie qui a été écrite par un Arménien, M. Victor Gardon, sur une famille arménienne près du lac de Van, depuis 1900 jusqu'à 1945. Et il raconte ça avec une telle poésie et un tel souci aussi historique de raconter les traditions et la vie familiale que ça m'a beaucoup plu. Voilà. Vous avez retenu pour période 1908-1923. Vous aviez des raisons particulières ? La raison pratique d'abord, c'est parce que c'était quand même plus court que 1878-1923. 1878 étant la date de départ de la question arménienne en tant que problème international. 1908, c'est l'arrivée des jeunes Turcs dans l'Empire ottoman et l'espoir pour les Arméniens, comme pour les Français, enfin les puissances européennes, d'un avenir plus libéral, plus tolérant vis-à-vis des minorités. Et c'est aussi une date importante dans l'histoire arménienne. Enfin, 1923, c'est le règlement de la question par omission. Oui, quand vous dites règlement. Voilà, par le traité de Lausanne. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi la vision, l'opinion et pas l'action gouvernementale ? Parce que l'action gouvernementale, on la voit dans les journaux, on la voit dans les archives, mais je trouvais que c'était important de voir comment, du point de vue de la sensibilité politique et puis de la sensibilité humaine, les Français, enfin ceux en tout cas qui étaient au courant de la question, avaient réagi à une affaire comme le génocide arménien et à un problème politique comme la question arménienne. Voilà. Vous avez donné beaucoup d'importance à l'opinion de la presse, notamment. Oui, parce que là aussi, du point de vue pratique, c'est le moyen le plus adéquat pour voir comment ça a été ressenti par les différentes opinions politiques. Et de même, on voit très bien dans la presse déjà le problème de l'information. À l'époque, les Français sont très peu informés, ou en général le sont par le biais justement du gouvernement, ou par le biais des groupes de pression, notamment des groupes de pression arméniens qui existaient, comme le comité français arménien ou la délégation nationale arménienne. Oui, mais les livres, les pamphlets, les conférences... Alors ça, bien sûr, je les ai vus. J'ai pratiquement tout lu, tout ce qui a pu paraître à l'époque dans ce domaine-là. Les conférences, il y a eu des comptes rendus, généralement intégrés dans des livres, mais il y en a eu très peu. Il y en avait 2 ou 3 par période, c'est-à-dire 2-3 par an dans les années cruciales, comme 1916, comme 1909 ou comme 1919. Mais autrement, il y a eu très peu de manifestations. Ou alors, quand il y en avait, c'était un public très restreint de 400 personnes, et peut-être le plus grand public, ça a été 1500. Et toujours les mêmes. Cette période 1908-1923, vous la divisez en 3 sous-périodes. Oui, je la divise en 3 périodes parce qu'en définitive, entre 1908 et 1915, 1918 et 1919-1923, il y a quand même de grandes différences. Lesquelles ? Il y a déjà des différences de situation politique entre 1908 et 1919. Bon, par exemple, en France, on s'occupe très peu de la question arménienne, sinon du point de vue humanitaire. Politiquement,
ça sera réglé par les puissances. Je veux dire par là, les Français estiment que la question arménienne est une question uniquement européenne. On ne peut pas la régler, nous, en tant que Français. Bon. Entre 1914 et 1918, on est en pleine guerre. Les massacres ça émeut beaucoup de gens, mais on reporte la solution à plus tard. On fait des promesses, il y a des ambiguïtés d'ailleurs dans ces promesses, mais on ne peut rien faire. Par contre, entre 1919 et 1923, ça va être le moment où politiquement, il va être possible pour les groupes de pression, pour l'opinion, non seulement d'être ému, mais surtout de pouvoir demander au gouvernement français d'agir, notamment à la SDN, à la Société des Nations, au niveau des différents gouvernements et surtout au niveau des conférences. Dans mes souvenirs de jeunesse, il y a trois peuples qui reviennent à travers les conversations de mon père et de ma mère. Mon père était artiste peintre, ma mère était la fille d'un collaborateur et ami de Louis Veuillot et de Monseigneur d'Ulst. Dans leurs conversations, trois peuples revenaient comme des peuples martyrs pour lesquels les chrétiens devaient prier, pour lesquels les chrétiens devaient être sensibilisés. L'Irlande, la Pologne, l'Arménie. Ces trois noms de peuples revenaient assez souvent dans la conversation parmi les soucis de ce monde bourgeois profondément catholique où ma naissance m'a placé, où mon adolescence s'est épanouie. Au petit séminaire de Versailles, avant 1914, et à plus forte raison pendant la guerre, il y avait d'abord eu les Balkans qui dressaient l'opinion française contre les Turcs, et parmi les victimes des Turcs, à côté des populations balkaniques qu'ils opprimaient, se trouvaient aussi les Arméniens. Car avant le grand massacre de 1915, que nous avons connu, que nous avons réprouvé, il y en avait eu d'autres, à Constantinople notamment. Constantinople, aujourd'hui Istanbul, fut fondée par l'empereur Constantin en 324 sur le site antique de Byzance. Pour nous, aujourd'hui, Constantinople, c'est 1894-1896. C'est Abdulhamid, le sultan rouge. Ce despote fou d'épouvante, disait Anatole France. Face à ce génocide, comment a réagi l'Église arménienne? Pendant plusieurs siècles où les peuples chrétiens ont été donc dominés par cette puissance musulmane, en tant que telle, l'Église arménienne, bien sûr, a pris sa part du génocide et du martyre arménien, que ce soit au moment de la rafle du 24 avril 1915, où de nombreux ecclésiastiques ont été pris, dont le père Komitas, le célèbre musicien arménien, que ce soit ensuite pendant toute la durée du génocide, où les prêtres ont été torturés, déportés avec leurs ouailles. La culture arménienne a elle aussi payé son écho. Ils en ont Siamanto, Zartarian, Varoujan, Aknouni et tant d'autres.
En même temps qu'on détruit la nation arménienne, on détruit aussi ses bâtiments, ses propriétés, et particulièrement, bien sûr, les églises, les monastères, qui sont les témoins trop visibles de l'existence arménienne à travers les siècles. L'émotion mise à part, les pleurs, comme on dit, qu'ont pu faire l'Église catholique et l'Église protestante. Bien, pendant la guerre, les églises en Occident, se sont, on peut le dire, contentées de protestations, de messages, mais enfin qui ne pouvaient pas avoir grande valeur. Sur place, les missions protestantes, qu'elles soient allemandes d'ailleurs, bien que alliées à la Turquie ou américaines, ont beaucoup aidé à sauver les enfants arméniens. Et nombre d'Arméniens qui sont dans la diaspora, qui ont pu survivre, l'ont pu grâce à ce soutien des missions protestantes. Et ça, c'était une chose quand même très très importante. Et à partir de 1920, et quand j'entre dans la Compagnie de Jésus, l'Arménie nous est révélée par le père Poidbar. Le père Poidbar, que le maréchal Foch avait chargé d'une mission discrète mais très importante, précisément en Arménie. Il a été à Erevan le représentant de la France pour faire quelque peu échec à l'influence anglaise. Ce qui veut dire que dans la pensée d'un homme comme le maréchal Foch, l'Arménie était une réalité parfaitement vivante et à laquelle la France s'intéressait par des liens de sympathie très étroits, très anciens. Voilà en très gros ce qu'un homme de ma génération se rappelle de ce qu'était pour lui, dans sa jeunesse, l'Arménie, le peuple arménien, celui de l'Arménie qui est devenu soviétique, celui de l'Arménie qui, depuis le Moyen-Âge, avait reconstitué un royaume en Cilicie, en liaison avec les croisés, qui tenait dans la conscience française une place semblable à celle des chrétiens du Liban. Vous parlez également des réactions des milieux religieux. Oui, alors c'est les catholiques et les protestants surtout. Les catholiques vont être surtout pro-gouvernementaux, en insistant bien sûr sur le côté religieux. Entre autres, en 1909, ils perçoivent la contre-révolution et la révolution jeune turque surtout comme des mouvements religieux. Mais au niveau de la question arménienne, tant qu'on peut convertir des Arméniens à la religion catholique, les massacres sont sont un bien, mais c'est quelque chose qui est important. Les protestants, c'est quelque chose de différent parce qu'en fait, ce sont surtout eux, à partir de 1915-1916, qui vont prendre la cause arménienne à fond. Et bien sûr, au niveau international. Ils seront soutenus notamment par le comité, la Ligue philo-arménienne internationale. Et grâce à cette ligue, ils auront les informations et ils lanceront des campagnes de presse assez puissantes quand même. Et même après le traité de Lausanne, ils continueront leur propagande pour que les Arméniens puissent avoir, dans un but lointain, un État arménien. Dans l'opinion, vous vous intéressez aux différents courants, la gauche d'abord. Alors la gauche représentée, j'ai vu surtout à travers l'humanité. Et elle s'intéresse surtout à tout ce qui est problème de minorité. Et elle se fait le porte-parole des Arméniens parce que la majorité des partis arméniens sont à ce moment-là socialistes. Donc il y a déjà une communauté d'idées avec eux. Mais surtout, on défend les minorités, on défend les nationalités. Les Arméniens ont droit à la parole, ils ont droit à l'existence. Seulement l'ennui, c'est qu'ils estiment aussi que les Turcs ont droit à la parole et ont droit à l'existence. Alors il va y avoir un problème pour concilier les deux. Ils vont essayer de le faire. Ceci dit, c'est parmi les intellectuels de gauche que vraiment il y a un soutien de la cause arménienne. C'est eux qui, au niveau du Sénat, c'est eux qui, au niveau de l'Assemblée parlementaire, qui agissent, qui écrivent et qui demandent des audiences auprès du ministre des Affaires étrangères. Parce que la droite, elle, était plutôt critique à l'égard des Arméniens. Oui, en effet.
À cette époque-là, disons, elle s'intéresse surtout à la question d'Orient à cause des intérêts économiques que la France a et qu'elle a de manière considérable. C'est la première puissance économique en Turquie, enfin, dans l'Empire ottoman globalement. Elle a entre autres 60% de la dette publique ottomane. Elle a plus de 50% de tous les intérêts industriels. Et les Français ont investi plus de 3 milliards de francs lourds à l'époque, ce qui est beaucoup. Et pour elle, du coup, ce qui est important, c'est l'intégralité de cet empire. Et la question arménienne est une question gênante, dans la mesure où les massacres, ça risque de déstabiliser cet État, de provoquer un nouveau partage. Et la période, vous savez, où il y a eu la guerre des Balkans a été significative. Et pour ça, vraiment, la question arménienne, pour eux, c'est secondaire, on n'en parle pas, on en parle très peu. Bien sûr, il y a la question de Cilicie qui va se poser, où là, ça sera une sorte d'épiphénomène dans lequel la droite va se concentrer pour demander à ce que la France reste à la première place en Orient. Bon, à l'époque, la Cilicie est considérée par les Arméniens comme un endroit où ils pourraient établir un État arménien en même temps que les 6 vilayets orientaux et la République arménienne russe. Bon, pour la droite, il n'en est pas question. C'est là où la France a ses prérogatives, où elle peut se développer économiquement. Et il faut surtout avoir de très bonnes relations avec l'État turc. Et ça, créer un État arménien dans Cilicie, c'était le meilleur moyen de s'attirer l'antipathie et même la haine des Turcs. Et par la même occasion, d'avoir des problèmes dans les protectorats et dans les colonies musulmanes de la France. Bien entendu, il y a le centre, et le centre, c'est un peu la position du gouvernement. Oui. Quand on voit, par exemple, l'opinion du temps, en général, elle transmet les informations que lui donne le gouvernement, et elle critique relativement peu, ou quand elle critique, en définitive, c'est des critiques que le gouvernement s'adresse plus ou moins à lui-même. Par exemple, elle critiquera, pour ce qui est de la Cilicie, l'incapacité du gouvernement à fournir suffisamment d'armes, suffisamment d'hommes pour pouvoir contenir la Cilicie dans la sphère française. Mais autrement, l'opinion est unanime en 1920-1921, lorsque la France abandonne la Cilicie. C'est difficile de parler d'égoïsme lorsqu'on songe que la France était en guerre d'abord, et quelle guerre, oui, et puis qu'elle est sortie de cette guerre exsangue, et oui, et ruinée. C'est bien pour ça que... et il les a soutenus, le gouvernement a soutenu les Arméniens de manière nominative, mais dès qu'il a fallu passer aux actes, ça n'a pas été très virulent, ça n'a pas été très actif. Mais il a eu l'impression quand même de faire son maximum, du moment qu'on n'empiétait pas sur la Cilicie. Le général Gouraud, commandant en chef des troupes du Levant, dans son ordre du jour du 19 août 1920, s'était adressé aux soldats de la Légion d'Orient. À la veille de me séparer de vous, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour vos glorieux services. Je garderai l'impérissable souvenir de votre bravoure et de votre ardeur. La France généreuse se souviendra fièrement qu'elle eut l'honneur de confier à des fils d'Arménie un lot de baïonnettes d'une manière d'enthousiasme. Puisse le sang versé, puisse l'héroïsme commun ne pas rester stérile. Il faut, braves légionnaires, vous inspirant des leçons de l'histoire, retenir des enseignements français les bienfaits de la discipline qui vous menèrent au fait de vos aspirations. Est-ce qu'un certain nombre d'intellectuels n'ont pas joué un rôle prépondérant dans la formation de cette opinion française ? Oui, ce sont surtout les intellectuels qui ont joué un rôle important dans la formation de cette opinion. Il y a eu surtout des intellectuels de gauche, puisque c'était eux qui ont pris la cause en main dès le départ. Même avant 1908, ils l'ont prise lors des massacres, entre autres de 1894-1896. Bon, un des premiers a été Jaurès, qui était leader du Parti socialiste. Et il l'a fait en 1909, lors des massacres, il a interpellé le gouvernement, il y a eu une discussion au Parlement. La vraie formule du patriotisme, c'est le droit égal de toutes les patries à la liberté et à la justice. Nous sommes à une époque où l'humanité ne peut pas vivre avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné. Il y a eu comme autre personnalité Anatole France,
qui lui d'ailleurs était beaucoup plus informé par les affaires étrangères que par les Arméniens. Par leur intelligence et leur activité, les Arméniens sont capables de créer des rapports étroits entre l'Asie et l'Europe. Qu'il leur soit permis seulement de vivre, et ils redeviendront ce qu'ils étaient autrefois, les agents les plus actifs de la civilisation européenne en Orient. On commence à parler de troubles dans les wilayas d'Arménie. C'est ce que signifie ce mot. C'est l'euphémisme officiel pour désigner le massacre méthodique des Arméniens. Dans la droite, ça a été surtout des personnalités gouvernementales, comme Paul Deschanel, et puis il y a eu Barès aussi, qui a entre autres participé à un appel qui a été lancé par la Ligue philharménienne lors de la conférence de Lausanne. Les gens de gauche, on les retrouve dans la Ligue des droits de l'homme, avec Ferdinand Buisson, qui lui aussi parlera, organisera des conférences à Paris. On les retrouvera dans le comité France-Arménie. On les retrouvera dans les loges maçonniques qui adresseront des lettres au président de la République pour que l'indépendance de l'Arménie soit reconnue. Il y a aussi la Ligue philharménienne. Et ce sont pratiquement les principaux groupes de pression. Vous avez été sensibilisé à ce problème arménien dès votre plus jeune âge. Oui, parce que mon père avait eu des charges assez importantes au bord de la mer Caspienne comme ingénieur des mines. Et c'était à l'époque de ma naissance. Il était resté très attentif à tout ce qui se passait dans ce Moyen-Orient troublé. Et j'ai passé mon enfance à pleurer sur le sort des Arméniens. Comme toute l'Europe d'ailleurs. Toute l'Europe pleurait sur le sort des Arméniens. Ensuite, vous vous êtes rendu à la Société des Nations, vous étiez journaliste, vous avez suivi tous ces événements. Quels souvenirs en gardez-vous? Le grand souvenir que je garde de tout cela, eh bien, n'est pas très encourageant. C'était un problème difficile et que les Alliés, ainsi que les membres de la Société des Nations, ont laissé tomber, notamment à Lausanne. Le traité de Sèvres avait mentionné les Arméniens et qui avaient profité de la fin de la guerre pour essayer d'affirmer leur indépendance. Ils avaient constitué une république arménienne. Oui, mais qui n'a pas duré. Qui a duré 2 ans, oui. Qui a été dévorée entre la Turquie et la Russie. Et ces problèmes étaient tellement difficiles que tout en continuant de pleurer sur le malheureux sort des Arméniens qui avaient disparu par centaines de mille et qui avaient été torturés, comme le rappellent plusieurs de mes collègues intervenant aussi, sur cet épineux sujet, posait tellement de questions politiques sur lesquelles l'Europe était divisée que, mon Dieu, on oubliait d'en parler tout en continuant de pleurer sur eux. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu une déception dans l'opinion française à l'égard du problème arménien après le traité de Lausanne? Déception, oui, mais elle était déjà préparée par ce qui s'est passé entre Sèvres et Lausanne. On savait que l'Arménie, qui avait été lâchée progressivement, allait être définitivement abandonnée et que le principe même d'un foyer national arménien retenu après Sèvres allait être lui également abandonné. Donc l'opinion française savait que, comme l'a dit Winston Churchill au lendemain de Sèvres, on ne parlerait plus, l'Arménie ne figurerait plus sur la carte. Restait le problème des réfugiés. Restait le problème des réfugiés. Et en fin de compte, il s'est produit un transfert et les médias ont accueilli ce transfert. Transfert entre le problème politique lui-même, transformé par la formation de l'Arménie soviétique à la fin de 1920, et le problème humanitaire, problème des réfugiés. Et la SDN, elle aussi, s'est libérée en prenant en charge en partie ce problème. Et en fait, c'est surtout le Nearest Relief, c'est surtout l'organisation américaine qui, au Proche-Orient, a organisé le départ des réfugiés. Les actions menées par la France ont été surtout des actions humanitaires. L'une des choses qui sont les plus connues, c'est en 1915-1916, quand le gouvernement français a envoyé des bateaux pour soutenir, surtout récupérer des réfugiés de Moussadag. Il y en a eu environ 5000 qu'ils ont après installés
en Égypte et qu'ils ont utilisé par la suite dans la Légion d'Orient, où la majorité des soldats étaient des Arméniens. C'est très progressivement que les réfugiés sont arrivés en France. Et souvent, la Grèce a été une étape, ainsi que le Liban. Mais au Liban, ils sont restés. Tandis qu'en Grèce, la Grèce avait elle-même son propre problème de réfugiés. Il fallait organiser le transfert, l'installation des réfugiés. Et l'opinion était favorable alors. L'opinion était favorable. L'opinion française a toujours été favorable aux Arméniens. Et les réfugiés sont arrivés par Marseille, et c'est progressivement à partir de Marseille, en fonction des appels de travail, qu'ils ont remonté le sillon rhodanien. Et bien entendu, il y a eu de grosses installations de réfugiés dans la région parisienne. Il y a eu des mouvements de solidarité dans l'opinion. Dans la période entre Sèvres et Lausanne? Non, après, au moment de l'arrivée des réfugiés. Je n'ai pas la notion d'un gros mouvement de presse à ce moment-là. Si vous voulez, l'opinion a épuisé ses effets. Les journaux français ont progressivement, eux aussi, laissé tomber le problème arménien à partir de Lausanne. On peut considérer que Lausanne, c'est le début de cette période d'indifférence et d'oubli qui ne s'est véritablement réveillée qu'avec les problèmes contemporains suscités par la violence. Quand vous constatez maintenant qu'il y a une recrudescence de ce mouvement arménien, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait du travail utile? J'ai l'impression d'avoir fait du travail utile dans la mesure où personne n'a vraiment regardé la façon dont une question internationale comme la question arménienne a été examinée, ressentie par les populations occidentales. Ceci dit, dans l'avenir, non, je ne pense pas franchement avoir apporté quelque chose de tellement supplémentaire. Vous dites ça par modestie ou par conviction? C'est-à-dire que la question arménienne actuellement, au niveau international, de toute façon, elle ne se pose plus. Ça a été réglé avec le traité de Lausanne. Mais est-ce qu'on peut vraiment créer un État arménien actuellement? Je pose la question. C'est avec une monotonie désespérante, le récit des mêmes crimes, des mêmes horreurs perpétrées par les mêmes méthodes dans des conditions identiques, disait Georges Clemenceau.